Je suis à Kyoto et cette ville a été l'ancienne capitale du Japon pendant plus de 1000 ans, du 8e au 19e siècle. C'est ici qu'on découvre vraiment le Japon ancien. La ville est remplie de sanctuaires et de temples bouddhistes qui racontent vraiment l'histoire du bouddhisme et du shintoïsme et comment ils ont influencé la culture et le patrimoine japonais. Je suis actuellement dans le quartier de Higashiyama et c'est un très vieux quartier, donc c'est magnifique. Ces rues pavées très étroites font ressentir l'atmosphère du Japon ancien. Il y a aussi des structures traditionnelles en bois de chaque côté de la route, donc c'est vraiment comme un voyage dans le temps. Quand on vient ici, l'ancienne époque du Japon, rien qu'en se promenant dans ce quartier, on tombe sans cesse sur de véritables vestiges historiques. Par exemple, cette magnifique pagode, c'est incroyable. Elle fait partie d'un temple bouddhiste. Je suis donc arrivée jusqu'au temple de Kizumudera, qui se trouve au sommet de l'une de ces ruelles étroites et escarpées. Kizumudera signifie « temple de l'eau pure », car il se trouve au sommet de la cascade Ottawa, sur l'une des plus hautes collines à l'est de Kyoto. Il a été construit au 8e siècle, donc il a plus de 1400 ans d'histoire, et il se caractérise par ce magnifique rouge vermillon, donc c'est vraiment beau, et c'est un design époustouflant. Donc, l'un des bâtiments que vous voyez à l'entrée du temple est cette magnifique pagode rouge à étages, encore une fois dans ce superbe rouge vermillon. Ces sculptures sont d'une telle complexité dans les détails. Waouh! La vue d'ici est absolument magnifique et on peut apercevoir quelques temples enveloppés dans les arbres et la verdure. C'est très mystique. Le bouddhisme est vraiment une religion zen qui est entièrement axée sur la spiritualité, l'harmonie, la paix et l'équilibre. Donc, bien sûr, ils ont construit ces temples dans des environnements très zen. D'ici, j'ai une belle vue sur la salle principale de prière et la scène en bois pour laquelle ce temple est réputé. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a été construit sans clous, entièrement en bois. Il se trouve à 13 mètres au-dessus du sol et c'est vraiment une pièce d'architecture incroyable. Donc une superstition ou un mythe populaire à propos de ce temple, c'est que si vous sautiez de la scène de 13 mètres de haut et que vous surviviez, alors votre vœu serait exaucé. Par le passé, environ 400 personnes l'ont fait, 80 ont survécu, mais je doute qu'ils le fassent encore aujourd'hui. C'est probablement un peu trop risqué. Je viens d'arriver à la cascade Ottawa, qui se trouve à la base du temple. Elle se divise en 3 ruisseaux, chacun ayant un effet différent. Donc longévité, succès et amour. Mais il ne faut pas boire des 3, car si tu le fais, on dit que c'est très gourmand et peut-être que tu n'auras de chance dans aucun des 3 domaines. Donc je vais essayer de me retenir et je ne sais pas lequel je vais choisir. Donc, puisque je ne pouvais choisir qu'un seul des ruisseaux, j'ai choisi celui de la longévité. Donc, je souhaite avoir une vie longue et en bonne santé, alors espérons que cela se réalise. Ça a été absolument incroyable d'explorer ce temple, et cela me fait vraiment prendre conscience de l'importance historique du bouddhisme pour la culture et le patrimoine japonais. Je suis donc maintenant dans le centre-ville de Kyoto. Je traverse juste le pont. On a une belle vue sur la rivière Kamo et je vais découvrir à quoi ressemble la cuisine locale de Kyoto. Ce quartier de Kyoto est beaucoup plus moderne, donc il a vraiment une ambiance de grande ville. Ce soir, je sors pour goûter quelque chose qui est une spécialité très typique de Kyoto ici. Les nouilles soba au Nissin. J'ai trouvé ce petit restaurant discret. Il est spécialisé dans les soba, ce qui est génial. Et bien sûr, il propose le fameux Nissin au hareng typique de Kyoto. Donc c'est exactement ce que je vais manger maintenant. Konnichiwa, les soba au Nissin.
Waouh, regardez-moi ça. Voici donc les nouilles soba au hareng Nissin. J'avais tellement envie d'essayer ça. La raison pour laquelle les nouilles soba sont si célèbres à Kyoto et qu'il y a ici le meilleur endroit pour les déguster, c'est parce que l'eau ici, l'eau de Kyoto, est d'une qualité exceptionnelle. Kyoto est aussi entouré de montagnes et enclavé. Ils n'ont pas accès aux fruits de mer frais et historiquement, il n'y avait pas accès non plus. Donc, ils avaient l'habitude de fermenter ou de sécher beaucoup de poissons et de les manger de cette façon. C'est pour ça que vous avez ce genre de hareng séché. J'adore ça, ce mélange entre le bouillon salé et savoureux et le hareng légèrement sucré. Les nouilles soba sont beaucoup plus épaisses que les nouilles habituelles. Ici, aspirer bruyamment ces nouilles est poli, donc je ne devrais pas trop culpabiliser. Tu sais, c'est vraiment agréable parce que ce hareng a parfumé le bouillon. Rien de mieux que de trouver un petit resto discret. Un restaurant comme celui-ci, où il n'y a que des locaux et tout le monde mange la spécialité traditionnelle de Kyoto. Le Nissin Soba, c'est tellement bon. Je suis maintenant arrivée au marché Nishiki, en centre-ville. Ce marché est incroyable parce qu'il a 400 ans, donc il a beaucoup d'histoire et il est bordé de nombreuses boutiques qui vendent des produits locaux. C'est sympa, il y a beaucoup de nourriture. Tu peux prendre de la street food. De grosses vieilles huîtres là-bas, de grosses vieilles huîtres. Waouh! J'ai vraiment envie de goûter les douceurs japonaises locales. J'en ai vu beaucoup et elles sont un peu en forme de poisson. C'est presque une gaufre, ça a l'air délicieux. Il y a plusieurs garnitures, dont une à la pâte de haricots rouges. Ils utilisent ça très souvent et c'est assez sucré. Donc j'ai choisi celle qui a de la pâte de haricots rouges et du beurre. Oh, regarde ça, ça fond déjà. Tu peux voir le beurre qui fond là. C'est tellement délicieux, cette pâte de haricots rouges. Je n'aurais jamais pensé que ce serait quelque chose qu'on mettrait dans un dessert. Cette boutique ici fait beaucoup de desserts, en fait principalement sur des brochettes, et l'un d'eux est une pâte de haricots à la patate douce. Donc je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble. Je n'ai aucune idée du goût que ça va avoir. Honnêtement, ces douceurs japonaises ne ressemblent à rien de ce dont j'ai l'habitude. Alors c'est parti. D'accord, je ne sais vraiment pas comment décrire ça. Par où commencer? C'est très moelleux et aérien, un peu comme une guimauve. Et ce n'est pas du tout aussi sucré que je l'imaginais. Je ne pense pas que les Japonais aient le même goût pour le sucre que nous en Europe, disons-le comme ça. Je ne sais pas, je ne vais pas mentir, je ne pense pas que ce soit pour moi. C'est l'une des choses que j'ai le plus hâte d'essayer, et je viens de voir qu'ils en vendent ici. Ce sont des gâteaux mochi avec une fraise dedans. Regarde, oh là là, je ne peux même pas décrire le mochi. C'est une douceur japonaise et c'est littéralement comme de la pâte à modeler, collant, sucré, très proche de la guimauve. Oh, j'adore le mochi, c'est si fondant, la texture rappelle la gelée de fraises. Ils l'ont aussi saupoudré de poudre, comme du sucre glace. C'est délicieux et pas très sucré. Le Japon ne serait pas le même sans le mochi. D'accord, près de Kyoto se trouve Uji, une région réputée pour son thé vert matcha, dont une grande partie est produite là-bas. Il existe de nombreuses douceurs à base de matcha et de la glace, et j'avais vraiment envie d'essayer la glace au goût matcha. En fait, tu choisis l'intensité du matcha. Je pense prendre la version premium car je veux le meilleur. D'accord, donc je vais goûter la fameuse glace au matcha. Wow, d'accord. Ça a vraiment le goût du thé. Il y a en fait une légère amertume qui vient du matcha. C'est incroyablement crémeux. Regardez-moi ça. Mon exploration des douceurs japonaises au marché Nishiki s'achève ici et ce fut très intéressant.
Je suis donc au temple Kinkakuji et je voulais vraiment venir ici parce que c'est le seul temple à Kyoto qui est littéralement recouvert de feuilles d'or. Incroyable, ce temple était en réalité la villa de retraite du shogun, Yoshimitsu. Les shoguns étaient nommés par les empereurs au Japon et ils étaient en fait les véritables dirigeants du pays. Je veux dire, pour moi, si tu vas construire un temple, pourquoi ne pas le recouvrir d'or pour vraiment montrer à quel point tu es puissant? Avant de mourir, il a demandé que son testament le transforme en temple bouddhiste zen. C'est sans doute l'un des temples zen les plus authentiques de Kyoto, grâce à son cadre magnifique. Donc, tout en haut du pavillon d'or se trouve un phénix en or, très symbolique d'une famille impériale, et il est venu en Chine avant d'arriver au Japon. Mais vous savez, le phénix est une créature mythologique qui est vraiment liée à la bienveillance et à la renaissance après avoir été réduit en cendres. Donc rien qu'en le regardant, c'est incroyable. Comme un véritable couronnement de ce magnifique pavillon doré, de la belle nature, des canards et des hérons. Quel cadre magnifique! C'est tellement idyllique, vraiment. De loin, mon temple préféré ici à Kyoto. Je suis venue à l'ouest de Kyoto, donc ici c'est Arashiyama, et c'est là qu'il y a beaucoup de belle nature. Donc il y a la rivière Katsura et les gens sortent avec leurs bateaux. C'est ici que l'on peut vraiment voir que Kyoto est entouré de montagnes, donc vous avez les montagnes ici. C'est aussi très connu pour la forêt de bambou d'Arashiyama que je vais traverser maintenant. Je suis très excitée. Mais c'est juste un cadre tellement beau et pittoresque, c'est vraiment une vue magnifique. Je trouve que cet endroit reflète vraiment la beauté du Japon. Donc, le sentier de la forêt de bambou est entouré de centaines de bambous, et ils sont tous très grands. Et surtout en ce moment, alors que le soleil va se coucher dans quelques heures, il est bas dans le ciel, il perce à travers les bambous. C'est vraiment une ambiance mystique et spirituelle. C'est la deuxième étape de la promenade dans la forêt de bambou, où ils paraissent encore plus hauts et se rejoignent au centre. C'est tellement mystique, c'est vraiment une ambiance de rêve et ce son est incroyable. Oh, c'est tellement paisible. Voici la ruelle Pontocho. C'est une rue très pittoresque et étroite, vraiment typique du vieux Kyoto, bordée de nombreux beaux restaurants, de petits bars et d'établissements chaleureux. Quelque chose que j'ai remarqué en voyageant au Japon, c'est que tous ces restaurants ont des rideaux à l'extérieur, ce qui rend l'intérieur très privé lorsque vous dînez. Alors j'ai trouvé ce petit endroit vraiment chaleureux. Et il est spécialisé dans ce qu'on appelle le kushiyaki, c'est-à-dire de la viande et des légumes grillés. Donc ils viennent tout juste d'apporter le kushiyaki. Crevettes grillées, peau de poulet, cuisses de poulet et filets mignons. Je commence par la peau de poulet. La peau, délicieux. J'adore quand elle est servie avec une sauce aigre douce. Je vais goûter la crevette grillée ensuite. Oh, j'adore la façon dont ils ont grillé la crevette. Il y a ce petit goût fumé du charbon de bois. Je pense que ça pourrait être mon préféré. C'est une façon très décontractée de manger ici au Japon. C'est le genre d'izakaya typique, vous savez, où l'on prend un verre et quelques petits encas comme du yakitori ou du kushiyaki. Vraiment un endroit génial. Je suis venue au sanctuaire le plus célèbre de tout le Japon, le sanctuaire Fushimi Inari. J'ai aussi décidé aujourd'hui de m'habiller en tenue traditionnelle, le kimono, ce qui est génial. Ça a pris un certain temps de m'habiller, d'enfiler la tenue et de me coiffer. Mais je me sens vraiment dans le rôle du Japon ancien. Mais le meilleur moment au sanctuaire n'est pas encore arrivé, donc je suis impatiente de le découvrir et de vous montrer pourquoi ce sanctuaire est si célèbre. Oh là là, il y a tellement de gens déguisés et ils sont trop mignons. Comme cette petite fille, elle est absolument adorable.
Avant d'entrer dans l'espace sacré ou le sanctuaire, un rituel de purification consiste à se rincer les mains et la bouche. Ensuite, à l'entrée de l'espace sacré, vous devez faire une offrande au kami, au dieu. Vous jetez une pièce, tapez 2 fois dans vos mains, vous inclinez 2 fois, puis tapez encore une fois. Ce que j'aime dans ce complexe, c'est qu'il est entièrement rouge vermillon, donc il se démarque vraiment. C'est ce qui m'enthousiasme tellement parce qu'il y a une infinité de portails torii rouges, ce qui est incroyable. Les portails torii sont les portes sacrées à franchir avant d'entrer dans le sanctuaire. Donc il y a 2 rangées qui divergent ici, et cela s'appelle le Senbon Torii, ce qui signifie 1000 portails torii. Il y a ainsi de nombreux portails torii alignés, chacun offert par un particulier ou une entreprise. Certains coûtent jusqu'à 100 millions de yens. Et les inscriptions sur les portails torii indiquent essentiellement la date du don et le nom du donateur. C'est vraiment impressionnant. Ils le font parce qu'ils le veulent ou espèrent avoir de la chance en retour. Donc, tout au long du site, vous verrez beaucoup de petits sanctuaires sur le chemin et quelques plus grands à l'entrée. Ceci est un sanctuaire Fushimi Inari dédié à la déesse du riz Inari. Vous verrez de nombreuses statues de renards dans le sanctuaire. La raison en est que les renards étaient considérés comme les messagers de la déesse Inari. Waouh, c'est incroyable! Juste une nature magnifique, des arbres si hauts, il y a un beau ruisseau avec des poissons dedans, c'est splendide. C'est une mer infinie de portails torii rouges. Je pourrais en donner un. Assez chic, mon nom gravé sur l'un de ces portails torii. Une autre chose pour laquelle cette région, Fushimi, est célèbre, c'est le saké, grâce à la qualité supérieure de l'eau qui coule sous terre. Dans cette région, il y a de nombreuses brasseries de saké. Je vais en visiter une maintenant. Je veux faire des dégustations et en savoir plus sur sa fabrication. Voici la brasserie Gekkeikan qui produit du saké depuis les années 1600, donc depuis des siècles. Je me trouve dans la pièce où le saké était brassé autrefois, avec de nombreux outils utilisés pour le brassage. En fait, le saké est un vin de riz. Et pour en faire, il faut beaucoup d'eau, de l'eau de haute qualité, il faut du riz, bien sûr, beaucoup de riz. Et ensuite, ils utilisent un champignon japonais spécial, appelé koji, qui est aussi utilisé pour fabriquer la sauce soja et le miso. Il y a donc tout un processus de fermentation qui se déroule un peu comme pour la fabrication d'autres vins et d'autres alcools. Ce qui est génial dans cette exposition, c'est que vous pouvez voir des bouteilles de saké très anciennes, datant du début des années 1900. Regardez-moi ça, elles ont vraiment l'air authentiques. Je vais donc goûter un peu de cette eau. Je m'attends à ce qu'elle soit fantastique parce qu'elle est censée être de la plus haute qualité. Ça a un goût très pur. Allons goûter le saké que cette eau magique produit. C'est tellement japonais. Ils ont des sortes de distributeurs automatiques où l'on peut se servir soi-même le saké. Le premier que je vais goûter est un saké rétro des années 60, donc c'est un peu l'un des goûts originaux du saké qu'ils fabriquent. Merci. Oh, j'aime bien ça. C'est magnifique parce que c'est sucré. Et j'adore le saké un peu plus doux et fruité. C'est délicieux, tellement crémeux et riche. Alors, le prochain est décrit comme élégant et parfumé, typique de la région de Fushimi où nous sommes. Très bon, plus sec que le premier, très élégant. Venir ici, découvrir la production de saké et en déguster dans une brasserie du XVIe siècle a été une expérience fantastique. Vraiment. Et porter un kimono en le faisant, je ne pouvais pas rêver mieux. Kanpai! Je suis à Gion, le quartier des geishas, qui sont vraiment synonymes du Japon.
Les geishas, comme les samouraïs et les ninjas, sont étroitement liés à l'identité japonaise. Vous savez, en réalité, la naissance des geishas au début des années 1900 était entièrement consacrée à divertir l'élite fortunée. Elles ont une réputation internationale d'être peut-être liées à la prostitution, mais ce n'est vraiment pas le cas. Ce sont des artistes de scène qui présentent des spectacles comme la musique et la danse. Elles savent jouer des instruments traditionnels. Je vais donc me promener dans ce quartier pour voir si j'aperçois une geisha, si j'ai de la chance. Merci, donc j'ai eu la chance de voir quelques geishas. Elles se dépêchent pour leur rendez-vous afin de divertir des invités ce soir, mais sont un peu gênées d'être suivies. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de les prendre en photo, c'est vraiment incroyable de les voir de près. D'accord, il y a des endroits fantastiques pour manger dans ce quartier, alors je vais aller prendre un dîner très traditionnel. Kyoto est le berceau de ce qu'ils appellent la cuisine kaiseki. La cuisine kaiseki ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi toute l'expérience du repas. Ainsi, au fil de plusieurs plats, vous dégustez des aliments et des ingrédients très saisonniers. Et cela a beaucoup à voir avec les techniques traditionnelles utilisées par le chef, et c'est lui qui choisira ce qu'il va vous servir. En ce moment, je me trouve dans un endroit appelé Kinmata, qui a été fondé au début des années 1800. Cela existe depuis 7 générations et reste sous le même propriétaire. Sashimi. Le kaiseki met tellement l'accent sur la présentation des plats. Ce sashimi fond littéralement dans la bouche. Taro original de Kyoto et bimon japonais. Tous des types de racines très saisonniers. Des légumes avec des flocons de bonite apportant une saveur umami et iodée. Donc nous avons ici de la tempura qui a l'air et sent délicieusement bon, ainsi que des légumes très saisonniers, potiron et fushimi, poivrons verts, puis crevettes. Nous approchons de la fin de l'expérience kaiseki. Gâteau japonais, kaki, bonbon mou. Bonbon mo, wow, daika sorti. La façon de dîner kaiseki est presque une expérience cérémonielle, et je le ressens vraiment. La façon dont elles entrent discrètement, portant des kimonos, les serveuses, et elles parlent à voix très basse, donc j'ai toujours tendance à chuchoter et à utiliser une voix très douce quand je parle. Mais on a vraiment l'impression que c'est tout un rituel, et c'est là que les Japonais excellent vraiment. J'ai passé un moment incroyable ici à Kyoto, et cela m'a vraiment ouvert les yeux sur le Japon ancien, ainsi que sur la culture et le patrimoine japonais. Donc pour moi, cet endroit est magnifique. Il regorge de superbes vieux monuments et il raconte tout simplement l'histoire du Japon d'autrefois.